Un livre, un destin, une émission proposée par Monica Youn. Bonjour à tous, Monica Youn au micro. Mon invité aujourd'hui, c'est Patrice Abou, qui vient de publier son premier roman, Une mère juive ne meurt jamais, aux éditions Plomb. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman grave, plein d'émotions et en même temps rempli de fantaisie, de tendresse et d'humour. L'histoire, c'est celle d'une famille juive en deuil. Louise, la mère du narrateur, vient de mourir et toute la famille est réunie sous un même toit pour les 7 jours de deuil rituel, la Shiva. Adam, le narrateur, est le plus jeune des 4 enfants. Il est comédien, il vit à Paris, il joue sur scène au théâtre chaque soir. Quand son frère lui apprend par téléphone le décès de leur mère, il se précipite aussitôt dans un train pour Lyon, la ville où vit sa famille. Seulement, Adam n'est pas du tout pratiquant, il ne sait pas ce qu'est la Shiva, il s'imagine qu'il va repartir le lendemain de l'enterrement, car il faut absolument qu'il soit à Paris pour être sur scène, et c'est sous la pression de son frère et de son père qu'il se voit contraint de rester et de vivre ces 7 jours en huis clos, 7 jours qui vont probablement changer sa vie, qui s'avéreront pleins d'émotions, de remises en question, de découvertes et aussi de surprises, car en plus de tout cela, un secret de famille il sera révélé. C'est un roman qui aurait pu, par le sujet évoqué, être assez sombre, mais pas du tout. Il est éclairé par la fantaisie, le burlesque, la tendresse. Il y a beaucoup de situations drôles. On rit beaucoup. Personnellement, c'est ce savant mélange du tragique et du burlesque que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Bonjour Patrice Abou. Bonjour Mona. Vous avez quelque chose à ajouter à ce résumé ? Déjà, merci de me recevoir. Je suis ravi d'être à Judaïque FM. Et non, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. C'est vrai que j'ai fait attention à ce que ce soit drôle, parce que l'émotion, elle est là. Elle est constamment là lorsqu'on est en deuil de sa maman ou d'un proche. Et du coup, le rire est très très proche des larmes. Donc c'est le même sentiment et j'ai toujours, je crois depuis tout petit, eu ce côté observateur où je vois le côté burlesque et le côté ludique. Et le côté ludique. C'est tout à fait, ça fait partie de la personnalité du narrateur en fait. Ouais, il voit tout comme ça. C'est ça, de prendre les choses du côté absurde. D'ailleurs, le narrateur est très attachant, Adam. Ah bah c'est gentil. Parce que sa vision du monde est belle. Et fantaisiste aussi. C'est gentil. Oui. Alors, Patrice Abou, Une mère juive ne meurt jamais, c'était d'abord une pièce de théâtre. Oui. Alors, pourquoi ensuite avoir décidé d'en faire un roman ? En fait, ça m'est un peu tombé dessus, comme on dit. Donc, ça a été une pièce de théâtre qu'on a créée à Lyon, puis ensuite à Paris, au Centre Rachid d'ailleurs, et qui a été un véritable succès. 6 acteurs, gros décor, c'était lourd à 6 acteurs. Oui, à monter. Et puis, donc, je l'ai adapté en scénario. J'ai écrit le scénario. J'ai signé avec des producteurs adorables et très, ils y croient beaucoup. Et le scénario est arrivé dans les mains de Thierry Billard par la directrice de lecture de Flammarion, Myriam Brou, que j'embrasse au passage. Il a lu le scénario, il a vachement aimé, on s'est vu, il m'a dit ça m'intéresse, je connaissais pas le rite des 7 jours chez les Juifs. Est-ce que vous pourriez me novéliser l'histoire ? Alors je dis bah ouais, mais ça veut dire quoi ? Et il m'a dit en faire un roman. Et j'ai dit il y a pas de problème. Bah oui. Et puis là ça m'est tombé dessus, j'ai travaillé, j'ai appris beaucoup, notamment avec Thierry et Myriam. Et quand j'ai su que vous étiez un homme de théâtre, un comédien d'abord, oui. Je me suis dit, tiens, un roman, ça doit être beaucoup de dialogues, ça doit pas être tellement roman. Et en fait, c'est un vrai roman. Ah bah merci, c'est un compliment que vous me faites. Parce que il y a beaucoup, c'est bien écrit, c'est bien construit. Et il n'y a rien à voir à une pièce de théâtre. Je pensais lire un genre de pièce de théâtre. Alors pas du tout, c'est un vrai roman. Ah oui. Bah merci Mona, ça c'est un vrai compliment et j'ai fait attention à ça parce que dans un roman, je vais pas vous l'apprendre, il faut qu'il y ait de la narration, de la description, de l'émotion et entrecoupé de certains dialogues ou pas d'ailleurs, mais là en l'occurrence c'est oui parce qu'il y a 5 ou 6 personnages et évidemment ils sont en huis clos pendant 7 jours, ça va parler. Bien sûr. Fatalement, il y a des mots, il y a des heurts, il y a des cris, il y a des non-dits, et tout remonte en pleine surface, quoi. Mais c'est aussi saupoudré, c'est littéraire, c'est saupoudré savamment d'ailleurs, parce que c'est pas toujours, c'est vraiment savamment dosé, de souvenirs d'enfance. Oui. Et de souvenirs avec la fratrie. Oui.
Et moi, j'ai beaucoup aimé ces souvenirs d'enfance, particulièrement. Ah ben, ça me fait bien plaisir parce qu'en fait, lorsque on m'a commandé le roman, comme je disais, ça m'est tombé dessus. Et étrangement, les souvenirs d'enfance me sont arrivés, mais en pleine figure, et que je pensais avoir oublié d'ailleurs, qui m'était sorti de la tête, parce que voilà, on grandit, on évolue, on oublie. Et c'est tout remonté un peu comme une séance psy. Et d'ailleurs, ça m'a fait un bien fou. Ah ouais, ouais. Et puis, de raconter ce que peut vivre un enfant, un ado, avec un frère, une sœur, avec les parents. Et des joies, des peines, les premières angoisses, les premières tristesses. Et puis du coup, ça rentrait pile poil dans le roman, dans l'histoire, et ça donnait du. C'était pas difficile à insérer? Ça venait à quel moment, ça? Écoutez, non, ça s'est fait presque à l'instinct, presque comme si c'était, comme si mes parents de là-haut, que Dieu repose leurs âmes, ils me guidaient, quoi. Ils me guidaient. Oui. Et puis donc ça vient toujours à propos. Ça, à un moment donné, ils sont là et ça rappelle un souvenir d'enfance. Ça vient toujours au bon moment, quoi. Oui. Alors votre roman débute par une scène burlesque. Oui. J'ai été étonnée dès le départ. Oui. Adam, votre narrateur, est tellement bouleversé en arrivant au cimetière pour l'enterrement de sa mère qu'il se trompe de tombe. En plus, il se retrouve dans un cimetière chrétien. Oui. Il fallait le faire. Commencer avec de l'humour, il fallait le faire. C'est pareil. Oui. Alors, pouvez-vous nous raconter cet épisode? En fait, moi, c'est un peu comme des comédies à l'italienne, ces films des années 50, Vittorio De Sica, Le Pigeon, ce genre de films, ces films qui m'ont, ou Affreux, ça les méchants, qui m'ont vraiment, j'avais 10 ou 11 ans ou 12 ans, et ça m'a tellement plu. Et j'ai eu cette idée de me dire, ce serait marrant que le narrateur, déjà, arrive en retard, et en plus, se trompe de cimetière et rate l'enterrement de sa mère, parce que c'est drôle, mais c'est dramatique. Bon, alors, il n'y a rien d'autobiographique. Non. Non, là, c'est mon cerveau. Je pensais que c'était vrai. Non. Mais ça peut arriver. Ça aurait pu m'arriver, d'ailleurs. Parce qu'en plus, hélas, où ma mère est enterrée, dans le cimetière, dans le carré juif, il y a 2 entrées. Il y a l'entrée pour les juifs et l'entrée de l'autre côté pour les cathos. Ouais. Et on peut se tromper. Mais racontez, alors il a les yeux brouillés de larmes, il est tellement bouleversé qu'il ne voit rien autour, en plus il est en retard, il se sent coupable. Oui, il pleut. Et tout à coup, il veut jeter de la terre sur la tombe et il voit apparaître une croix. C'est ça. Et puis il lève la tête, il voit que toutes les tombes aux alentours arborent des croix, et il reconnaît aucune âme qui vive, si j'ose dire, dans l'assistance. Et là, il enlève sa kippa et il se dit, j'ai raté l'enterrement de ma mère, je me suis trompé, quoi. Oui, en plus, c'est le Benjamin, il n'est pas pris au sérieux. Non, c'est le petit dernier. C'est le petit dernier. Donc, dire oui, ça m'étonne pas de toi. Voilà. Enfin, il est toujours un peu charrié. C'est ça, de petit dernier, et il en fait des bourdes, mais à ses dépens, parce que c'est le petit dernier. Et lorsqu'on ça, c'est autobiographique, vous êtes le petit dernier? Oui. Avec un jumeau, d'ailleurs. Hein, avec un jumeau? Ouais. Et vous n'avez pas été pris au sérieux? Non, mais après j'extrapole, mais c'est vrai qu'en étant les petits derniers, on est choyés, on est chouchoutés, et on a une casquette de petits derniers, donc du coup on est quelquefois infantilisé, et du coup ça peut se retourner contre nous. Voyez ce que je veux dire? Alors pour le coup, on peut être en retard, hélas, à un enterrement, et puis on peut être en retard sur beaucoup de choses, et on nous tient au courant en retard sur beaucoup de choses. Oui. Vous avez été protégé. On veut vous ménager. Tout à fait. On veut vous protéger. Ça part d'un très bon sentiment de protection fraternelle et familiale, mais quelquefois protéger. On sent que le narrateur est agacé parce qu'il est au courant, on le tient au courant de rien. Il est agacé par ça. Donc évidemment, ça part d'un très bon sentiment, mais on a l'impression d'être mis de côté et de pas être considéré en tant que frère ou sœur d'un certain âge, ou d'un âge certain. Et du coup, c'est agaçant. Et puis il va péter les plombs. Et oui. Parce qu'en fait, il est mis presque au banc des accusés. Il a raté l'enterrement, et la culpabilité fonctionne merveilleusement. Oui. Dans une famille juive, dans toutes les familles d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il reste. Il se sent tellement coupable qu'il reste. Il reste sous le joug du père. Sous le joug du père. Il dit, tu vas rester ici. Parce que ta mère n'est pas contente. Donc déjà, la culpabilisation est monstrueuse. Oui. Est monstrueuse. Déjà, t'as arrêté l'enterrement de ta mère, tu vas pas en plus la décevoir. Je crois qu'à un moment donné, il dit ça. Oui, tu vas pas en plus la décevoir. Oui. Donc c'est monstrueux. Oui.
Tu peux pas repartir, c'est pas possible. En même temps, il dit lui-même, et bon, il annule les représentations, mais en même temps, il dit lui-même, je pense que je me leurrais, je pensais pouvoir, je n'aurais pas pu, je me serais effondré. J'aurais pas pu aller au théâtre, jouer au théâtre ce soir-là, pendant les jours qui ont suivi. Et vous dites quelque chose de très juste aussi. Ça, c'est votre père, je pense, qui le dit. Vous dites, les gens qui pensent pouvoir assurer et recommencer à travailler tout de suite, eh bien, ils s'effondrent 6 mois plus tard avec une dépression. Complètement. Et ça m'a frappé. Ça. Mais complètement. Et qui vous a dit ça? C'est votre père? Non, c'est un ami qui m'a dit ça, qui n'est pas de confession juive. Et on était au restaurant. D'ailleurs, je crois que j'avais écrit la pièce, le film, et je lui parlais du sujet, et il connaissait pas. Et il m'a dit, mais c'est magnifique parce que chez nous, on enterre quelqu'un et l'après-midi, on est au travail. Oui. Et là, je lui ai dit, il faut faire attention au déni et à la dépression qui va vous tomber dessus. Après. 1 mois, 2 mois, 1 an après, ça tombe dessus. C'est pas possible. Physiologiquement, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un choc émotionnel d'une telle ampleur, et c'est la pire, en reprenant le travail 3 heures après, quoi. Donc, ce qui est formidable chez nous, les Juifs, c'est qu'on a 7 jours de deuil. Hachem nous octroie 7 jours de parenthèse. On est un peu des dieux parce qu'on fait ce qu'on veut, même si on a des interdictions. On gère notre semaine en fonction des rites et du kaddish que l'on doit faire. Oui. Mais en fait, c'est très salvateur. Et quand on connaît pas, on se dit, c'est quoi? J'ai du boulot, etc. Mais à la fin de la semaine, il y a eu un parcours initiatique et régénérant à nos dépens. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Ouais. Vraiment, vraiment. Et je l'ai vécu hélas il y a pas longtemps pour mon papa. Ah oui. Il y a 15 mois. Et ça m'a ramené étrangement. Donc vous avez aussi 4 frères et sœurs comme dans le livre? Non. J'ai 10 frères et sœurs. Quand même, vous avez beaucoup. On est 11 enfants. Vous êtes 11 enfants? Oui. En réalité, vous n'êtes pas 4. Non. Enfin, vous avez réduit les personnages, vous avez dit, pour la production, ça va être trop lourd. Voilà, et puis surtout, quand il y a 10 personnages, déjà, c'est mon premier roman, j'ai aucune prétention d'être écrivain. Déjà, 4, c'est pas mal. Voilà. Mais 10 personnages, on s'y retrouve pas. Alors, j'ai fait un mixte de frères ou de sœurs, et je les ai complexifiés. Déjà, ils étaient complexes, hein. Mais là, je les ai encore plus complexifiés. Ils sont pas fâchés? Ils ont pas encore lu. Donc, on va voir. On va voir. Vous les avez prévenus que vous avez fait une synthèse? Attention, c'est une histoire, hein. Ce sont des personnages, c'est plus les parents. Et... Moi, je sais que je suis journaliste et j'avais fait beaucoup de témoignages et je devais prévenir. Il y a des gens qui se vexaient parce que je condensais dans le même personnage. Oui. Je faisais un témoignage avec un condensé de plusieurs interviews. Ils n'étaient pas contents du tout. Oui, je comprends. Il faut prévenir. J'ai prévenu et en même temps, je trouve ça. Moi, j'ai adoré écrire ce roman, mais j'ai adoré. Vous pouvez pas savoir, comme si je montais sur scène. C'est du même acabit, et j'ai adoré complexifier 2 frères, les réunir, ou 2 sœurs, ou le père aussi. Le père ressemble étrangement et magnifiquement à mon père. Ah bon? Il est toujours là. Il est dur, il est drôle, il est tendre, il est d'une sagesse sans nom. Peut-être que vous allez écrire un 2e roman alors. Allez savoir. Voilà. Peut-être sur mon père. Peut-être. Allez savoir. Alors, je sais qu'en tout cas, celui-là, votre livre est dédié à votre maman pour lui offrir une seconde vie. Oui. Est-ce que c'est juste après son décès que vous avez écrit ce livre? Écoutez, comment c'est passé? C'est très simple. Ou c'est pour elle, en y pensant à elle? Non, quand j'ai vécu les 7 jours de ma mère, je n'avais jamais vécu les 7 jours. Je connaissais, mais c'est la première fois. Voilà. Oui. Donc ça a été et j'étais sur scène, donc j'ai dû annuler. J'ai annulé, hein. Moi, j'ai des copains acteurs. Par rapport à votre narrateur, c'est pas votre père qui vous a obligé? Non. J'ai des amis acteurs ou actrices qui, hélas, perdent quelqu'un et puis qui n'annulent pas. Sont sur le soir sur scène, et je sais pas comment ils font. Chapeau. Moi, j'ai annulé. Déjà, j'avais ces 7 jours. Il paraît que la scène, c'est une drogue et que ça. C'est une drogue et c'est très, effectivement, c'est très expiateur. Mais j'ai annulé, j'ai vécu ces 7 jours, et en les vivant, pendant 7 jours, on est sous cloche, et j'ai 10 frères et sœurs. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a un sujet. Il y a quelque chose de monstrueusement, étrangement et incroyablement dramatique, émotionnel, fort. Et puis on a beaucoup ri, parce que on est tellement à fleur de peau que on a ri, on a pleuré, et là j'ai commencé à prendre des notes, et puis à créer des personnages, et puis à entendre des choses, et puis des anecdotes, et puis des souvenirs, et puis des choses qui sont remontées, parce que quand tu perds ta maman ou ton papa ou un proche, étrangement, son âme s'élève, et toute la personne qu'elle était est avec vous, et dans le huis clos, et on l'évoque, et on rappelle qui elle était.
Donc il y a énormément de choses de ma mère qui ont été évoquées. Du coup, j'ai pris des notes. Ah oui. Et ça m'a servi. Ça m'a beaucoup servi. Des choses que vous ne saviez pas, des choses. Soit que je ne savais pas, soit que j'avais oublié, soit que je pensais pas les raconter un jour. Et alors, sous le même toit, 10 ? Oui. C'est étonnant, il faut que ce soit grand. Alors, mes parents avaient un grand appartement, et puis les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et puis, on était dévastés en même temps. Dévastés, et puis il y avait tout le temps du monde. Les oncles et tantes. Les oncles et tantes. Alors oui, on va parler de votre parcours. Vous êtes né à Lyon, donc cette maison, en fait, c'était un appartement à Lyon. À Lyon, dans le 8e. Et vous avez aussi des oncles et des tantes à Lyon ? Ah ouais, grâce à Dieu. Des oncles, des tantes. Ils sont venus à Lyon. À Lyon, à Strasbourg, ma tante, en Israël, à Paris, donc tout le monde est venu. Oui, je précise que vous êtes né dans une famille juive d'Algérie. C'est ça. Originaire de Oran. C'est ça, ouais. Voilà. De Oran, oui. Vous racontez même quelque chose de très émouvant sur votre mère qui avait coupé ses cheveux. Quand elle est, alors moi évidemment je suis né à Lyon, donc je l'ai pas vécu, mais je l'ai appris. Vous l'avez appris pendant le deuil ? Non, je le savais avant, mais on en a évidemment reparlé, et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement dur. Quand ils sont arrivés en 62 avec les rapatriés d'Algérie, mes parents et mes frères et sœurs ont été parqués. Ils sont arrivés au Havre. Ils ont été parqués dans un couvent, et ma mère avait de longs cheveux noirs jusqu'aux fesses, et elle est rentrée dans un mutisme pendant 2 ans, et elle a coupé ses cheveux, qu'elle a conservés d'ailleurs. Ah oui. Et je trouve ça d'une violence et d'une beauté. Ouais. Et quel âge elle avait quand elle est partie? 72 ans. Ah, quand même. C'est jeune. Ah oui. Ouais. Ah oui, quand même, ouais. Et votre père, comment il a réagi? Est-ce qu'ils en parlaient de l'Algérie? Alors, ils en parlaient très... Ah non, d'après ce que j'ai lu dans le livre, ils disaient c'est du passé, on n'en parle plus. Quelquefois, ils évoquaient des choses à Oran, la rue des Juifs, la synagogue. Il y avait une rue des Juifs à Oran ? Oui. Enfin, j'ai appris ça. Oui. Le cimetière, oui, mes grands-pères qui sont enterrés là-bas. Ah oui. Donc oui, mais c'était vraiment avec parcimonie, vraiment, comme s'il fallait plus en parler, parce que c'était, je pense, ça réveillait des déchirures. Et vous êtes allé en Algérie? Non. Je suis allé au Maroc parce que mes parents sont marocains à la base. Oui, ils se sont rencontrés au Maroc, ils se sont mariés, ils ont émigré en Algérie. Oui. D'accord. Mais voilà. Ouais. Alors vous avez très jeune eu la vocation du théâtre. Alors ça m'est tombé dessus, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai adoré, ouais. À quel âge ? À 6 ans. À 6 ans, en fait, j'étais en colonie de vacances, et on avait monté un spectacle de fin de colonie. C'était à la Mure, exactement. Samson et Goliath. Et je faisais Goliath, le lion. Et donc j'ai rugi pendant 1h30. Et le théâtre était plein, il y avait 500 personnes, les gens riaient, et j'ai pas compris. Et j'ai dit, je veux faire ça. Vous avez pas compris quoi? Pourquoi ils riaient? Ah bon? Et vous étiez comique alors? Je sais pas, je faisais un lion. Il y avait pas le costume du lion, mais j'avais un maillot de bain orange. Et je rugissais pendant 1h30, et les gens se marraient, et je me suis dit, mais pourquoi ils rient? Et vous avez aimé ça? Mais j'ai adoré, j'ai dit, je veux faire ça. Ah oui. Je veux faire ça. En fait, j'étais sur une scène avec des projecteurs, et il y avait des gens en face, et je me suis dit, mais c'est génial. Ah ouais. Et je crois que ça a été le tournant de ma vie. Vous me posiez la question. Ah oui, quel est le tournant de votre vie? Je vous ai posé les questions. C'est ça? Ouais. Alors, si jeune? Ça m'a pas lâché. Ça m'a pas lâché. Ouais. Alors, je sais que votre maman, enfin, si ça concorde avec le livre, tout n'est pas autobiographique, vous aurez aidé à réaliser votre rêve. Oui. En s'opposant clairement à votre père qui pensait que c'était une folie de devenir comédien et tout. Alors, comment vous pouvez raconter En fait, j'ai eu mon bac, j'étais tellement heureux d'avoir mon bac que je me suis dit, je pars à Paris. J'avais 19 ans, je pars à Paris pour devenir acteur. Je rêvais de ça. Je voyais les films le dimanche soir à Lyon, dans le salon familial, et je voyais Paris, et je rêvais. Vous regardiez en cachette? Oui, je regardais en cachette. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que on est une grande famille. Le salon donnait sur la chambre de mon frère et moi, qui était, il y avait un mur qui séparait le salon de la chambre, avec un rideau en guise de porte. Et donc le dimanche soir, on devait aller au lit parce que le lendemain on avait l'école, et c'était une angoisse extraordinaire. C'est les premières angoisses. Et donc le rideau, je l'entrebâillais, et dans le reflet de la vitre, je voyais la télévision qui s'y reflétait. Donc je voyais les films sur un écran plat, du coup, parce qu'on a inventé donc les écrans plats, et j'ai vu des films à l'envers.
Ah, c'est incroyable ça. Oui. Et ça m'a donné, j'ai adoré ça. Et c'était avec mon frère jumeau, c'était notre petit secret. Oui. Et donc finalement, on voyait les films et le lundi, on pouvait en parler à l'école. C'était marrant. C'était extraordinaire. Donc votre maman, quand vous avez eu votre bac et Oui. vous lui avez dit que vous vouliez aller à Paris pour Oui. être comédien, Oui. et donc il fallait l'annoncer. Alors le père est assez sévère et assez dur. austère, dur, sévère, autoritaire. C'est ça. Donc il fallait l'annoncer au père. C'est elle qui l'a annoncé, non? Comment? Il C'est fallait elle. le dire au père. Elle était. Je l'ai annoncé, mais elle était avec moi. Et j'ai dit à mon père, je pense qu'on devait être au mois de juin ou juillet. J'avais eu les résultats du bac. Et je lui ai dit, dans 2 mois, je m'en vais à Paris. Alors il a dit pas question. Il m'a dit, non. Je sais pas si. Et ça, ma mère m'a dit, si, tu laisses ton fils faire son destin. Et il dit, non, mais elle a même dit, enfin c'est oui, oui. Je divorce. Si tu laisses pas ton fils faire son destin, je demande le divorce. Ah oui, elle était quand même beaucoup de personnalité énormément. pour une femme, voilà. Mais pour faire 11 enfants, il faut avoir, je pense, beaucoup de personnalité. Ah bon? Moi j'aurais pensé le contraire. Ah si. Étrangement, parce que il faut les élever, il faut les tenir, il faut les éduquer, il faut les rassurer. Si. Une très forte personnalité. Mais parce qu'à cette époque, c'était pas une volonté de faire 11 enfants. Non, c'était pas une volonté. Alors après, moi, j'étais pas dans leur couple. J'étais un enfant. Oui. Et ça ne me regarde pas. mais il y a peut-être des enfants dont elle n'a pas voulu. Oui. Je sais que mon jumeau et moi, on est les derniers. Elle a dit à mon père, stop, c'est le dernier. Hein. Et puis on est 2 d'un coup. Vous voyez, 2 d'un coup. Et votre jumeau, il vous ressemble? Mais alors pas du tout. On est faux jumeaux. Il fait 1m85. Vous n'êtes pas petit, si? Je fais 1,74. Bon, il a 10 cm de plus, quoi. C'est enfoiré. Mais voilà. Mais on se ressemble. Il fait quoi? Il est concepteur et architecte il a sa société dans les cuisines. Mais il a une âme d'artiste, Armand. Il chante très bien, d'ailleurs. Vous vous entendez bien? Mais pas du tout. Non, on s'entend très bien. Non, on s'entend très très bien. Ouais. On se charrie tout le temps, mais dans notre famille, on se charrie en permanence. Ouais, c'est ça qui est joli. Et même quand petit, c'est pas difficile de trouver sa place quand on a un jumeau? Si, c'est difficile. Quand on a un jumeau et quand on est une famille nombreuse, et j'en ai fait 4 one-man shows sur la famille, en fait. Que j'avais coécrit avec Pascal Elbé, qui mettait en scène. On va parler tout à l'heure. On va commencer par le début. Alors, vous êtes devenu comédien à 19 ans. C'est ça. Alors, je suis monté à Paris, et puis. Vous êtes monté à Paris. Vos premiers rôles au cinéma, donc je l'ai lu sur Internet. Vos premiers rôles au cinéma vous ont été confiés par Jean-Jacques Benext et Gérard Houry. Oui. C'est ça? Oui. Gérard Houry, avec qui j'ai fait 3 films, qui m'a pris un peu sous son aile, et j'ai adoré travailler avec ce monsieur, ce grand monsieur du cinéma. Que vous avez rencontré par casting? Non, ou comment? j'ai envoyé une lettre. Une lettre? J'ai envoyé une lettre. C'est génial parce que je fais attention à ça aujourd'hui. Quand on a 20 ans, une espèce d'audace, d'innocence qu'on perd avec le temps. Et moi, j'ai envoyé ça très sincèrement, très naïvement. J'ai envoyé, 5 lignes, 10 lignes. Et puis, en disant quoi? En disant, je vous ne connaissez pas, mais moi, je vous connais depuis toujours et je veux travailler avec vous. Oh. C'est mon rêve d'enfant et je travaillerai avec vous. Quelle audace! Et mais c'est. Il a répondu? Il m'a téléphoné. Il m'a téléphoné, j'y croyais pas, j'ai dit, oui, d'accord, mais en fait, si. Et puis, je l'ai vu, je vous passe les détails, et puis, je l'ai rencontré quelques mois après. Il m'a accueilli comme si on se connaissait depuis toujours, et il m'a proposé une scène dans La Soif de l'or. Vous avez dit, dans la lettre, je suis comédien. Oui, je suis comédien, je veux travailler avec vous. Et etc. vous avez proposé un rôle tout de suite. Et donc ça a fonctionné, c'était avec Christian Clavier et Philippe Corsan. Et j'avais 7 jours de tournage, c'est énorme pour un jeune acteur, je devais avoir 22 ans. Ah ouais. Et puis à la fin du tournage, il m'a dit, Patrice, t'es un bon acteur, je te reprendrai. Et il a tenu parole. Il m'a repris dans Fantôme avec chauffeur. Et après, il m'a dit, Patrice, je te reprendrai, mais là, tu auras un premier rôle. C'est véridique, hein. C'était avec Thierry Lhermitte et Josiane Balasco. Il me dit, c'est un film que j'ai ressorti de mes tiroirs. C'est un film qui va se tourner à New York et je veux te faire ce cadeau. Entre-temps, il est tombé un peu aveugle, voilà, et donc il n'a pas fait ce film. Il en a fait un dernier qui était le Spoons, un remake du Spoons avec Smaine. Il m'a proposé une scène dedans. Voilà, j'ai adoré.
Ah ouais, c'est formidable. J'ai adoré. Et Jean-Jacques Benech, ça va? C'était, je crois. Là, c'est un casting? C'est un casting, ouais. C'est un casting, et j'étais dans, donc voilà, j'ai travaillé avec Jean-Jacques Benech, qui était une vraie, incroyable expérience sur Roselyne et les lions. Roselyne. Et vous faisiez encore le lion? Non, j'aurais pu. Hélas, non. À chaque fois, vous êtes embauché pour le lion. Là, c'était de vrais lions. Hein. C'était impressionnant. Ah ouais. Mais, je faisais un élève dans une classe qui récitait des poèmes de William Shelley en anglais. En anglais, et donc voilà, j'ai dû avoir, je sais plus, 3 ou 4 jours de tournage, mais vous imaginez, avec Jean-Jacques Benech. Ah, c'est extraordinaire, ouais. C'est incroyable. Comment il était en tournage, pendant le tournage? Adorable. Difficile, non? Non, adorable. Je l'ai croisé il y a pas longtemps, il y a peut-être 6-7 mois, en terrasse à Paris, et on s'est parlé, c'était drôle. Ouais. C'était drôle. Et il savait, donc je lui ai dit que j'écrivais ce roman, et il m'a dit, ah, c'est super, tu vas pas lâcher, c'est génial. Ouais. Et voilà. Alors Patrice Abou, au vu de votre parcours, on aurait attendu un film. Alors d'ailleurs au début c'était un scénario. Oui. Vous avez après la pièce, vous avez fait un scénario. Je l'ai adapté en scénario. Et donc le film, j'ai signé avec des producteurs, ils essaient de monter le film. Ah, vous avez signé avec les producteurs, d'accord, c'est fait. Oui. Et du coup, parce que je me souviens plus comment il est parvenu donc chez Flammarion. Alors en fait, j'ai une amie qui était directrice de lecture chez Flammarion. Je lui ai passé le scénario, elle a adoré. Elle m'a dit je vais le passer à Thierry Billard. Il a lu le scénario et puis on s'est revus. Il m'a dit voilà, est-ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, est-ce que vous pourriez m'en faire un roman? D'accord. Et je me suis mis à travailler et j'ai beaucoup appris avec Thierry, avec Myriam. Et puis entre-temps, il est parti chez Plon, il m'a pris avec lui sous le bras, il m'a dit voilà, je te garde, je te lâche pas. Et j'ai continué à travailler et j'ai appris et puis je suis passé en comité de lecture et puis ils m'ont signé un contrat et j'adore. Je suis très heureux, c'est génial. Et d'ailleurs, il faut dire qu'il sort demain. Il sort demain. Le timing est absolument extraordinaire, tout à fait par hasard. Il sort le 24. Il sort demain, c'est extraordinaire. Le 24 octobre, c'est ça, c'est demain. J'ai l'impression d'être dans une bulle, c'est incroyable. Ça, oui. Les émotions que me procure ce roman sont incroyables. Et donc le film va se faire aussi. J'espère, si Dieu veut, ils essaient de monter le film. Là, c'est signé. C'est signé. Je pense qu'ils attendent la sortie du roman, donc qui est demain, le 24 octobre, pour qu'il va certainement peut-être accélérer la procédure du montage du film. Pourquoi? Parce que si Quel rapport entre le roman parce que le roman s'il se vend bien et s'il cartonne. Ça devient difficile. C'est très dur. C'est très dur. Ouais. Franchement, parce que normalement c'est le film qui relance un roman pour moi. Parce que c'est étrange de passer le contraire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de recettes en fait. Il n'y a plus de recettes. Ils essayent tous les points. C'est ça. Alors, je reviens sur la construction de votre roman. Vous l'avez... Alors, donc, je répète le titre, parce que c'est pour les auditeurs qui sont arrivés au milieu. Oui. Une mère juive ne meurt jamais. C'est ça. C'est ça. Aux éditions Plon. Alors, pour la construction de votre roman, vous l'avez tout de suite construit c'est construit autour des 7 jours, chaque chapitre un jour. Est-ce que cette organisation du texte vous est venue spontanément? Oui, instinctivement, je l'ai construite en 7 chapitres. Parce qu'il y a 7 jours, d'ailleurs même c'est 8 chapitres parce qu'il y a le lendemain, c'est le départ. Donc, vous aviez déjà fait un premier jet, puis après vous avez organisé en chapitres. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et puis en y mettant effectivement, en installant les personnages, en installant le rite, en expliquant le rite des 7 jours, pourquoi on fait ça, pour le lecteur qui comprenne. C'est pas du tout adressé uniquement à la communauté juive. Mais pas du tout, c'est pas du tout communautaire. J'ai fait très attention à ça parce que il faut ouvrir sur. Je trouve ça bien. C'est très important. Oui. Et d'ailleurs, c'est expliqué sans lourdeur, voilà. C'est Adam qui est un peu novice, qui connaît pas trop la religion. Donc on lui explique. Voilà, ça passe à travers lui, et du coup le lecteur comprend à travers Adam toutes les questions qu'il peut poser. Oui, c'est ça. Sans que ce soit didactique et explicatif. J'ai fait attention à ça. Très bien, oui. Et il y a aussi des passages ça m'a intrigué, qui sont intitulés Journal de bord. Oui. Alors quel rôle ça joue le journal de bord? Pourquoi C'était une façon de s'aérer des 7 jours, de sortir de l'appartement, de le sortir du deuil, pour mettre un peu de respiration et Qu'est-ce qu'il y a dans les journaux de bord?
des moments de vie, des moments de ma vie qui sont quelquefois romancés, quelquefois qui sont réels sur mon parcours, enfant, ado, adulte, ou sur une sensation, ou sur la mort. Sur la mort aussi, parce que étrangement c'est un roman sur la mort, mais c'est un roman drôle. Oui, où je tourne la mort en dérision. C'est ça qui est bien, oui. Ouais, et sur la religion aussi, bien sûr. Et aussi, ça fait comprendre à tout le monde, et même à ceux qui, juifs ou non, ça fait comprendre de l'intérieur la nécessité de ces 7 jours enfermés sous un même toit avec ses proches, et ce que ça déclenche, les choses qui sont en jeu à ce moment-là. Alors vous dites que dans votre enfance, vous étiez pratiquant par obligation. Oui. Puisque votre famille était très pratiquante, et qu'ensuite vous vous êtes éloigné de la religion, et que c'est justement au moment du deuil que vous avez réalisé à quel point ça vous apporte du réconfort, que la prière par exemple apporte du réconfort. Vous écrivez: le fait d'être rassemblé en silence dans le respect du rite apporte du réconfort. Est-ce que vous êtes rapproché de la religion à ce moment-là, au moment du deuil? Oui, parce que lorsqu'on récite le Kaddish et il faut qu'il y ait minyan, 10 hommes, ce quorum, en fait, le Kaddish est très salvateur lorsqu'on le récite tous les jours, le matin, le soir, pour que l'âme de la défunte s'envole, s'élève au plus haut. On a cette vraie mission. Pour ne pas oublier sa mère ou la personne que l'on a perdue, pour que l'âme s'en aille. Et puis du coup, en fait, ça nous fait un bienfait incroyable. C'est très salvateur. Vraiment, sur sa personne à soi. Oui, c'est ce qu'on ressent très fort. Et c'est très touchant. Mais alors, on arrive à la fin de l'émission. Je vais en 2 mots déjà. Il nous reste 3 minutes. Bon, je voudrais quand même signaler qu'au moment où on ne s'y attend pas du tout, vers la page 120 environ, il y a un coup de théâtre. Alors, je ne dirai pas, je ne veux pas en parler. Non, il ne faut pas le dire. Mais alors, il y a un vrai suspense. Il s'agit du dévoilement d'un secret de famille au sujet de la maman. Et donc, on n'en parle pas, on déflore pas le secret. Donc, je laisse le soin. On m'a dit le roman n'est pas encore sorti, il sort demain le 24, mais quelques personnes l'ont lu et ils me disent ça se lit comme un polar, on est tenu du début à la fin, on veut savoir ce qui se passe. Exactement, et on découvre que le narrateur découvre qu'il ne connaissait pas vraiment sa mère, qu'il y a des aspects, ce qui arrive souvent, qu'il y a des choses importantes de ses parents qu'on ne connaissait pas. Et ça peut être même douloureux d'apprendre quelque chose alors qu'on peut plus poser de questions, que la personne ne peut plus répondre. On sent cette douleur chez le narrateur. Tout à fait. Ce désarroi et puis cet abandon. Cet abandon. Alors, c'est passé très très vite. Dingue. J'avais encore beaucoup de choses à vous demander. Peut-être juste une petite dernière chose. En tant que comédien, vous avez déjà joué des seuls en scène? Oui, j'en ai fait 4. Est-ce que vous comptez, vos théâtres, est-ce que vous comptez recommencer? Ça me titille. Ça fait quelques années, ça fait 3-4 ans que j'en ai plus fait, et peut-être que ça me titille sur Une mère juive ne meurt jamais. Peut-être que j'en ferai peut-être un seul en scène. Ça me titille. Ça commence à m'exciter. Et l'écriture, c'était quelque chose d'important pour vous? Il y avait des livres dans la maison de vos parents? Oui, quelques-uns. Pas énormément, mais quelques-uns. Et puis, moi, j'ai adoré lire le livre de ma mère, d'Albert Cohen, qui a été mon livre de chevet pendant longtemps, ou L'être un jeune poète de Rainer Maria Rilke, qui m'a, sur la condition d'artiste, qui m'a beaucoup appris. Des fois, c'est mon livre de chevet, je les repotasse. Ou un livre que mon ami Pascal B m'a fait découvrir. Qui? Pascal Elbé. Oui. Le Nazi et le Barbier de Edgar Hilsenrath. J'ai adoré ce roman aussi sur. C'est incroyable, ce bouquin, c'est incroyable. Ah ben, je ne l'ai pas lu. Ah, c'est génial, il faut que vous le lisiez, c'est incroyable. Répétez le titre. Le Nazi et le Barbier. Ah oui. Ah ouais, c'est très 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 fort et très drôle. Ouais. Ouais. Alors, c'est bientôt le moment de nous quitter. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser. Je n'avais pas tellement terminé, mais bon. Je vous remercie, Patrice Abou. Merci, Mona. Votre roman est très touchant. C'est une très belle rencontre et j'ai aimé vous rencontrer. Merci, moi de même. Je recommande donc à nos auditeurs la lecture de votre roman, Une mère juive ne meurt jamais, aux éditions Plomb. Et donc, je reprécise qu'il sort demain dans toutes les librairies. À la Fnac, et dans toutes les librairies, et sur Amazon. Et donc, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, nous écrire. Ou sur ma page Facebook aussi, n'hésitez pas. Ou Instagram. Merci beaucoup, Patrice Abou. Merci beaucoup, Mona. Merci. Et à bientôt pour de nouvelles lectures. À bientôt. Et de nouvelles rencontres. Avec plaisir, au revoir.
destin, une émission proposée par Monica Youn.